de... Non. Bon, mauvais rapport qualité-prix. Vous avez en principe 3 profs et je suis tout seul aujourd'hui. Donc nous sommes 3 cette année-ci parce que c'est un cours que nous donnons en binôme. Donc ça n'a pas de sens de l'expliquer. En binôme, Olivier P. et moi, vous connaissez, vous l'avez eu dans le cours de sociologie politique et de Sciences Po l'année passée. Ce petit coquin d'Olivier est en sabbatique, ce premier quadrimestre. Donc il recharge les accus, il est sur la propre recherche formulaire. Nous le récupérons au deuxième quadrimestre en février. Et donc pour le premier quadrimestre, il est remplacé par... Pour le premier quadrimestre, il est remplacé par Rocco Bellanova, qui est un jeune docteur en sciences politiques ici de la maison, qui est tout à fait affûté et sympa, mais qui avait compris, comme moi d'ailleurs, que le cours se déroulait plutôt le jeudi, donc il y a eu un problème de présence pour cette séance inaugurale de ce mardi. Ceci dit, vous verrez Rocco sans retard, puisque mardi prochain, c'est congé, le 27, enfin c'est un faux congé, mais c'est congé. Comme c'est la fête de la communauté française, les cours sont suspendus. Et donc le cours de mardi prochain sera reporté jeudi, le 29, de 17h à 18h30. Et là, vous aurez l'occasion, enfin c'est moi qui ferai le cours avec vous, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Ce qui est chouette, c'est que ça cours, c'est vous qui travaillez, donc c'est toujours très, très sympa, enfin, sauf quelques séances comme aujourd'hui. Mais donc vous ferez la connaissance de Rocco jeudi prochain. Voilà. Alors, il y a quand même quelques originalités à ce cours que je vous présente aujourd'hui. Et le petit fascicule que vous avez là sous la main, c'est juste le document de présentation générale. À la reprographie, vous avez déjà disponible le portefeuille de lecture du premier quadrimestre, qui a de quoi, par son volume, dissuader les plus braves, mais qui n'est jamais que la moitié du portefeuille de lecture de toute l'année, car vous aurez un autre portefeuille de lecture pour le deuxième quadrimestre. Donc, la première originalité de ce cours, c'est que c'est un cours séminaire, mais qui est donné sur l'année entière. Donc il y a une seule note d'évaluation à la fin de l'année. C'est un cours séminaire de lecture, qui dure donc aussi bien tout au long du premier que du deuxième quadrimestre, et qui est en fait l'agencement de 2 activités complémentaires. D'une part, un séminaire de lecture avec une série d'activités qui vous impliquent, on va détailler tout ça là tout de suite, et cette première partie de l'activité retient l'essentiel de vos efforts et des nôtres jusqu'au fin février-mars. Ensuite vient se greffer là-dessus un deuxième volet qui est la présentation d'un travail dont je vais vous développer aussi le mode d'emploi, et vous verrez que nous mettons en place toute une tripotée de filets de sécurité pour vous accompagner, rendre ça possible et faire en sorte que ça soit aussi fructueux que possible pour vous. Un travail qui implique la mobilisation d'un certain nombre de concepts qui sont vus tout au long du séminaire de lecture, tout au long de la première activité. Alors, ce document général de présentation comporte d'une part un premier petit fascicule de 19 pages qui est un petit peu le mode d'emploi général du cours, la Bible du cours. Donc ça, ne le perdez pas, gardez-le toujours à portée de main. C'est là que vous trouverez toute une série d'indications pratiques pour ce qui est attendu de vous, que je vais vous développer maintenant. Mais tout au long de l'année, je veux dire aussi bien pour les présentations de textes, les lectures de textes, que pour l'élaboration du travail. Ensuite de quoi, il y a une série d'éléments, de documents de lecture un petit peu plus réflexifs que je vais parcourir avec vous aujourd'hui rapidement. Parce que, en réalité, nous avons aujourd'hui 2 choses à faire. D'abord, essayer d'expliquer ou de comprendre pourquoi ça a un sens de coller sciences politiques, au sens où Olivier n'aura pas manqué de le mettre en évidence tout au long de vos cours l'an dernier. C'est une science politique, et c'est bien de sciences politiques que l'on parle. Et puis des textes fondateurs qui commencent, non pas à l'époque d'Épictétanthrope, mais presque, puisque les premiers textes remontent à la Grèce antique, et donc la Grèce antique, ça n'est évidemment pas la science politique, au sens scientifique et positif, qu'Olivier a pu donner à ce terme tout au long de vos enseignements de l'an dernier. Voilà.
Donc, quelques mots d'explication d'abord autour de l'apparent paradoxe science politique, texte fondateur, et puis, si vous voulez bien, on parcourt de manière plus didactique alors l'organisation pratique de l'ensemble des activités, à la fois séminaire de lecture et ce qui est attendu de vous, et puis organisation du travail. Alors, pour comprendre le geste fondateur de ce cours, si je peux m'exprimer de la sorte, vous avez l'un ou l'autre rappel de ce que Olivier vous a enseigné l'an dernier. Il y a des documents qui sont de sa plume dans ce portefeuille de lecture, notamment un petit document à la page 33, qui est une note sur l'épistémologie de la science politique, et puis un petit texte plus nourri sur la notion de positivisme en sciences politiques, illustré notamment par Weber. Ça, c'était à la page 34 et suivante. Et ensuite, vous avez un troisième texte qui est un extrait d'un manuel de sciences politiques de Philippe Brault, qui est à la page 43, et qui commence bien en tête, c'est pour ça que ce texte nous amuse. La science politique n'est pas née avec Platon, Hobbes ou Rousseau, c'est monstre sacré de la philosophie politique. Et donc là, c'est pour rentrer d'entrée de jeu dans la question polémique. Qu'est-ce que vous pouvez bien en avoir à battre de devoir vous coltiner des textes fondateurs qui n'auraient rien à voir avec la science politique au sens où l'enseignement classique de cette discipline revendique aujourd'hui sa scientificité. Donc ça, ce sont les premiers éléments que je voulais vous présenter. Je vais commencer par quelques commentaires de cela. Et puis vous avez ensuite un volet de 3 autres textes. D'une part, la présentation d'un manifeste qui est aussi un réseau de recherche contemporain en sciences politiques, le réseau Régimen, c'est à la page 31. Un extrait d'un ouvrage classique d'épistémologie des sciences, qui est l'ouvrage de Kuhn, La structure de l'évolution scientifique, à la page 49. Et enfin, une application de cela en sciences politiques sous la forme d'un texte d'un politologue américain, Gunnel, à la page 63. Et donc, pour me récapituler rapidement, les 3 premiers textes que j'évoquais, les 2 documents d'Olivier et le texte de Brault, plaident en faveur de la dimension, de la reconnaissance et de l'affirmation de la dimension scientifique et classique de la science politique, science humaine moderne, née fin 19e, début 20e siècle, celle dans le cursus de laquelle vous vous trouvez. Les 3 autres textes, qui comportent tout de même 2 références de sciences politiques contemporaines, un réseau de recherche tout récent et extrêmement prometteur, ancré notamment en Belgique francophone, mais avec un réseautage international, et le texte de ce politologue américain, laisse entendre que la question, malgré tout, mérite d'être posée et que les questions pourraient être un peu plus ouvertes ou un peu plus compliquées qu'on ne pourrait le penser. Voilà. Alors, que faire de tout ça? Que faire avec tout ça? L'idée, on peut reprendre, et j'imagine que le parti pris de ce séminaire s'éclairera aussi en marchant, comme souvent, tout au long de l'année. L'idée, c'est que s'il y a un geste fondateur qui permet de dater un moment de création de la science politique comme science humaine contemporaine, l'existence de ce geste fondateur et le passage à une dimension scientifique assumée à partir de ce moment-là n'évacue pas complètement la pertinence, y compris actuelle, d'un certain nombre de textes anciens. Voilà. Alors ça, c'est l'idée la plus générale. Pourquoi cette pertinence n'est-elle pas totalement évacuée? Parce qu'au travers d'un certain nombre de textes anciens, on trouve différentes configurations qui sont extrêmement parlantes. D'une part, on voit qu'un certain nombre de textes anciens se confrontent à des questions, et donc ce sont des textes, de nouveau, pour être... parfois je parle trop vite, hein, donc on n'est pas nombreux, on fonctionne en séminaire, quand vous avez l'impression que je délire, vous m'arrêtez, vous me demandez de reprendre.
et je suis capable de reprendre autrement. Donc voilà. En plus, je sors de 2 autres heures de cours, donc je vais arriver chez vous fatigué, donc raison de plus pour me tenir en laisse de manière avec une bride un peu courte. N'hésitez jamais à me ramener si vous avez le sentiment que je parle trop. Donc, premier motif pour lequel ces textes anciens ne sont pas dénués de toute pertinence, on s'aperçoit que dans des textes anciens, des questions politiques ou des configurations politiques sont explorées. Je veux dire par là, ce sont des textes qui sont élaborés, qui sont réfléchis pour tenter de répondre à des défis politiques, factuels, institutionnels. Et parfois, ces défis politiques anciens sont des défis qui nous parlent. Sont des défis par rapport auxquels on peut imaginer que peut-être bien que ce serait intéressant pour nous d'aller voir historiquement ce qu'il en était. Peut-être qu'on a commencé à dégrossir des questions de manière utile, à dégager des solutions de manière utile. Je prends un exemple parce que c'est un exemple sur lequel nous allons revenir rapidement d'ici 15 jours, 3 semaines. Bon, nous sommes aujourd'hui, on a le sentiment aujourd'hui d'être confrontés à une question qui, par rapport aux questions classiques de la science politique telle qu'elle s'est développée au cours des 80 dernières années, sont des questions très nouvelles. On pourrait appeler ça autour, soit du... Voilà, là, je vais vous donner dans... Ne le prenez pas pour de l'amalgame, mais on pourrait prendre ça soit autour du radicalisme, soit autour de l'islamisme, soit autour du terrorisme, comme une question qui, aujourd'hui, que nous avons déjà rencontrée dans le passé européen, et dans le passé européen, on a appelé ça la question théologico-politique. C'est-à-dire la question de l'articulation qu'il doit y avoir, qu'il ne doit pas y avoir, entre autorité religieuse et autorité politique. Voilà. Donc ça, c'est un exemple où aller explorer des situations de crise antérieures à la création de la science politique peut nous aider d'abord à voir comment ces crises ont été résolues par le passé, ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire des copier-coller, mais peut nous aider aussi à examiner si par hasard, dans la manière dont les grands anciens, qui n'étaient pas plus malins que nous, se sont dépatouillés avec ces questions-là, s'il n'y a pas des ressources conceptuelles qui pourraient, malgré tout, nous être utiles aujourd'hui, quitte à les passer au crible de critères de scientificité. Donc ça, c'est un premier exemple. En nous confrontant à des textes anciens, nous nous confrontons, parce que jamais personne n'écrit pour du beurre. Quand quelqu'un écrit en sciences politiques ou en philosophie politique, comme en philosophie ou comme en science, c'est parce qu'il a sur le feu une question qui le préoccupe et à laquelle il essaie de trouver une réponse. Et donc les textes que nous allons parcourir, c'est pas la galerie des monstres, ce sont des hommes et des femmes, à vrai dire, dans l'ancien temps surtout, il y avait vraiment beaucoup plus d'hommes que de femmes. On n'a jamais passé au crible d'un critère gender, notre portefeuille de lecture, Olivier et moi, mais je crois que c'est très mauvais de ce point de vue-là. Mais dans la tradition très longue durée, on a très peu de textes de femmes qui soient venus jusqu'à nous. Voilà. Premier élément. Deuxième élément important, deuxième argument en faveur de ce télescopage sciences politiques texte fondateur, c'est que aujourd'hui, nous allons parfois un peu vite en besogne en disant tout ce qui n'est pas postérieur au geste de fondation scientifique de la discipline, eh bien, par hypothèse, c'est pré-scientifique. Par hypothèse, alors c'est du grand n'importe quoi philosophique, c'est normatif, c'est moral, c'est idéologisé, voilà. En réalité, quand on va voir de plus près dans un certain nombre d'écrits majeurs dans la grande tradition des écrits politiques, on s'aperçoit que parfois certains grands anciens ne faisaient sans doute pas de la science au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais ce n'étaient pas des moralistes, ce n'étaient pas des théologiens, ce n'étaient pas des normativistes, ils faisaient un travail de description, ils faisaient un travail d'agencement conceptuel, et donc c'est aller un peu vite en besogne que de dire tout ce qui précède le geste de fondation scientifique officielle est pré-scientifique, et donc c'est peanuts, et donc on n'en a rien à faire. Par exemple, quelqu'un d'aussi ancien qu'Aristote, qu'on n'est pas obligé d'aimer, mais qui est quand même assez impressionnant, est un type qui a fait un travail empirique en matière politique, par exemple de recension de régimes politiques dans les différentes régions où la Grèce avait des comptoirs commerciaux, en disant, tiens, comment ça fonctionne chez eux, tiens, est-ce qu'il y a une évolution
dans l'agencement, dans la succession des régimes politiques? Est-ce qu'on peut imaginer des modèles de constitution différents? Là, tant qu'à faire, je ne vois pas trop en quoi c'est différent d'un certain type de travail de sciences politiques contemporaines. On s'interroge sur les régimes, on les décrit. Voilà. Donc, l'autre argument en faveur de la démarche, c'est de dire, ok, nous avons l'habitude aujourd'hui de considérer qu'il y a un avant et un après la démarche scientifique, et qu'à partir du moment où une démarche est scientifique, elle est plus sérieuse, c'est mieux, c'est moderne, c'est sexy, c'est tout ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire, n'allons pas trop vite en besogne, ça ne veut pas dire que tout ce qui a été élaboré auparavant, est nécessairement dénué de toute rigueur, de toute forme de réflexion critique, de toute utilité. Voilà. Mais donc c'est un peu un pari. C'est un pari. Dire, allez voir ces grands anciens, nous plonger dans des textes de première main, pour l'essentiel, de ces grands anciens, c'est nous confronter à des questions qui ne sont pas dépourvues d'intérêt pour nous, ou c'est nous confronter à des démarches qui, à certains égards, conservent aujourd'hui encore une véritable pertinence heuristique ou scientifique. Bon. À vrai dire, donc ça c'est les arguments de fond, c'est les deux arguments de fond. Il y a quand même des arguments supplémentaires qui sont des arguments didactiques. C'est que tout de même, la fondation d'une discipline en sciences sociales, en sciences humaines, ne vient pas de n'importe quoi. Que cette fondation a souvent des racines dans la très très longue durée. C'est vrai en sciences politiques, c'est vrai en philosophie, c'est vrai en droit, c'est vrai en sciences économiques, c'est vrai en psychologie, on ne voit pas trop où ça ne serait pas vrai. Et qu'alors il y a une dimension de familiarisation avec l'héritage des fondations de cette discipline qui est importante, et que la lecture de grands textes, de textes fondateurs, parce qu'on les a bien choisis de ce point de vue-là, est un exercice sans pareil. On ne peut pas admettre que, comme universitaire, vous soyez formé seulement avec des manuels et avec des documents de synthèse, ou avec le savoir-faire empirique, d'enquête, de comptage ou que sais-je, qui sont les méthodologies classiques contemporaines des sciences sociales. Se former aujourd'hui dans n'importe quelle science sociale, c'est aussi se former à un héritage de rigueur, c'est se former en acquérant un peu de confiance en soi, et donc la conviction qu'on est parfaitement capable de se plonger dans un texte. Voilà, vous allez lire du Locke et vous verrez que Locke n'est pas un monstre. Vous allez lire du Rousseau et vous verrez que Rousseau est un peu chiant, mais il y a quand même des aspects sympas. Voilà, mais donc tout le monde peut lire. Et lire, mais alors ce qui s'appelle vraiment lire, c'est-à-dire rentrer dans la compréhension de l'articulation d'un texte, ça reste tout de même un des éléments de formation les plus j'aurais un peu plus, pour le dire de manière désagréable pour moi ou pour Olivier, j'aurais un peu plus confiance quand même en Machiavel, Baudin et Locke qu'en P. et Van Geugten. Bon. Il y a quand même des raisons de penser que si ces gens tiennent la route depuis plusieurs siècles, c'est qu'il y a là un héritage de rigueur et donc une capacité de formation à se familiariser avec ces textes qui vaut la peine. Voilà. Et donc on était parti sur ce parti pris-là, et puis, parce qu'on a participé tous les deux, Olivier et moi, lui est toujours, moi j'ai un petit peu, je suis davantage sur les marges maintenant, donc c'est vrai que vous ne me connaissez pas du tout, mais longtemps j'ai été prof de droit dans le programme lauréat décalé. Je ne sais pas si le cours de droit vous a laissé le meilleur souvenir ou pas. Donc j'ai longtemps été le prédécesseur de... C'est Christophe qui vous fait ce cours, Christophe Mac. Voilà, et puis j'ai longtemps été aussi le président de jury. Donc moi, de parcours, je suis juriste et philosophe, et en philosophie, j'avais fait de la philosophie politique, ce qui m'a valu d'être dans la charrette de ce cours-ci. Et puis avant ce cours de texte fondateur en sciences politiques, qui a commencé à voir le jour au moment où a vu le jour le programme d'horaire décalé en sciences politiques. Il y avait un programme d'horaire décalé plus générique que sciences économiques, sociales et politiques, et là je faisais déjà le même type d'exercice, mais seul, donc de manière plus périlleuse, sur des textes fondateurs en sciences économiques. Voilà.
Donc voilà pourquoi vous ne m'avez pas vu, pourquoi vous me voyez dans ce cours-ci. Mais donc c'est vrai que moi je viens plutôt avec un éclairage et une tradition de type philosophique ou juridique, et on s'amuse toujours bien, Olivier et moi, parce que les complémentarités sont bonnes. Et donc c'est vrai que j'ai participé à la fondation avec lui du réseau Régimen, mais que je m'en suis écarté maintenant. Mais alors c'est vrai aussi qu'à l'occasion de la fondation de ce réseau, comme à la lecture, et donc ça je vous renvoie au document de la page 31 du fascicule que vous avez aujourd'hui, tout comme à la lecture du texte, comme le texte de Gounel, on se rend compte à l'heure actuelle que, bon, bien sûr, la science politique a aujourd'hui acquis ses lettres de noblesse, est reconnue comme une science sociale à part entière et tout, mais en même temps, il y a un certain nombre d'incertitudes, non pas sur sa scientificité, mais sur son paradigme, c'est sur ce à quoi elle sert, sur l'ancrage principal de la discipline. Quelle est, en définitive, quelle est la dimension empirique du dispositif politique qu'il appartient à la science politique d'éclairer de manière centrale? Quel est le core business des politologues? Est-ce qu'il y a un paradigme qui définit l'approche qui est celle des politologues contemporains? Comment est-ce que vous définiriez ça? Vous qui avez suivi avec attention les cours d'Olivier et qui est donc féru de sciences politiques et de sociologie politique, vous définiriez comment la science politique, le métier de la science politique? Comment définiriez-vous son métier et comment définiriez-vous ses incertitudes? Voilà. On va tout le temps causer comme ça, hein, donc il faut se lancer, ça n'a pas d'importance, c'est fin de journée, on disait qu'on était au bistrot, il n'y a rien à boire, mais bon, on peut amener une bouteille d'eau le cas échéant. Oui, allez-y. C'est déjà qu'avec M. Olivier Lepay, on a appris que la science politique, c'était tout ce qui était au rapport au pouvoir. Oui. Donc forcément, le métier, le corps de métier doit être bon, tout ce qui est au rapport au pouvoir. Et en dépassant justement une approche strictement juridique ou institutionnelle, voilà. En tenant compte, par exemple, des acteurs sociaux, des lobbies, des forces en présence, etc. Donc, par exemple, si, du point de vue, je dirais, du droit constitutionnel, la principauté de Monaco est un État comme les États-Unis d'Amérique. Oui. Bon, très bon exemple. Mais justement, le politiste, lui, envisage les rapports de force, les réalités sociales, etc. Et alors là, forcément, l'approche du politiste serait de dire qu'on se trouve là face à des réalités de nature tout à fait différente. D'accord. Et sur les incertitudes de la discipline, s'il y en a? C'est-à-dire, je dirais que les incertitudes, c'est que une science politique se voudrait objective, et quelque part ne voudrait pas porter de jugement de valeur sur telle ou telle institution, tel ou tel régime, tel ou tel parti, etc., en disant je me contente de décrire de façon très objective, mais dans les faits, l'objectivité réelle n'existe pas et qu'il y a parfois inconsciemment un parti pris idéologique. D'accord, ça c'est toute la question de manière générique de l'objectivité en sciences sociales. Ok. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, donc moi je vais par hypothèse dire un certain nombre de bêtises puisque je ne suis pas au cœur de la discipline, donc c'est à vous de me corriger, de me reprendre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un certain nombre d'incertitudes sur l'objet, dans la mesure où l'objet ce serait l'État ou la configuration qui forme l'État et un régime politique associé au type de gouvernement ou de gouvernance d'un État? Moi j'avais perçu, par exemple, qu'il y avait quand même beaucoup d'incertitudes parce que plusieurs politologues éprouvent le sentiment que l'État est un objet qui fuit aussi bien vers le bas que vers le haut, et donc qui perd de la substance et qui ne suffit plus en tant que tel à constituer la cible principale, je dirais, de la curiosité de la discipline. Mais peut-être avec les nuances que vous avez apportées, ça n'est pas nécessaire de le dire, puisque ça relève effectivement de... Les incertitudes viennent du fait justement de déterminer l'ampleur du champ du politique. Qu'est-ce qui est politique, qu'est-ce qui n'est pas? Oui. Il y a toute une série de positions, de points de vue qui n'étaient pas une opinion politique et puis qu'ils sont devenus. Voilà. Justement, comme vous évoquiez toute la question du théologico-politique, etc. Oui. Bon, il fut un temps où être musulman n'était pas une position politique. Oui, tout à fait. Donc, quelque part, le dire deviendrait presque une position politique dans un certain Oui, absolument.
Oui. On peut dire que les incertitudes sont dues à son évolution. Oui. Et au point de savoir si par exemple l'approche est une approche organique, est-ce qu'on s'attache plutôt en centrant la focale sur les institutions, quitte, comme vous le disiez, à les éclairer en tenant compte des rapports de force, des éclairages socio-économiques, ou est-ce que l'objectif principal de la discipline, c'est se saisir des rapports de pouvoir, où qu'ils soient, et alors est-ce qu'il y a une science politique des entreprises, des groupes multinationaux, ou est-ce que ça en est tout à fait hors sujet, parce qu'on est dans le domaine économique et pas dans le domaine politique, des choses comme ça. Voilà. Être du côté des incertitudes relevant de paradigmes différents. Vous voyez, si c'est dans la présentation du réseau Régimène, vous voyez donc à la page 31-32 la démarche du réseau, déconstruire les catégories d'analyse actuelles, moins pour en substituer d'autres que pour montrer la plasticité, la relativité, les fonctions qu'elles remplissaient à un moment donné qui évoluent constamment, un travail comparatif entre disciplines et entre pays, un travail de reconstruction à partir d'une thématique large. Quelles sont les finalités des pouvoirs aujourd'hui qui les exercent? Quelles sont les formes des États? Peut-on utiliser un même terme pour désigner des réalités si différentes à travers le monde? La souveraineté est-elle un concept opératoire, ainsi de suite. Bref, ça c'est l'autre argument qui nous avait convaincus de la pertinence d'un parti pris comme ce télescopage sciences politiques, texte fondateur, c'est de dire un certain nombre de chercheurs aujourd'hui en sciences politiques éprouvent un certain inconfort par rapport aux limites classiques que leur discipline s'est assignée. Voilà. Et donc peut-être qu'une manière de s'équiper pour voir dans quelle mesure ces limites sont aujourd'hui encore des limites pleinement pertinentes et satisfaisantes, ou s'il faut envisager d'ouvrir un peu les portes ou les fenêtres, c'est d'élargir le champ en allant s'intéresser à quelques grands fondateurs, quelques pères fondateurs. Voilà. Alors, il y avait quelque chose d'intéressant dans le texte de Kuhn. Kuhn, ça vous dit quelque chose, ou vous n'avez jamais entendu ce nom-là? La structure des révolutions scientifiques, Thomas Kuhn. Donc ça, c'est le texte dont vous avez un chapitre à la page 48 du petit portefeuille d'aujourd'hui. Et donc, il y a une thèse générale de l'ouvrage de Kuhn, et puis il y a deux, trois exemples rigolos. Donc, un mot sur la thèse générale de l'ouvrage, et puis un mot sur les exemples un petit peu bizarroïdes ou amusants qu'il donne dans le texte. Donc la structure des révolutions scientifiques, ce que Kuhn veut dire par là, c'est que en matière de connaissances, en matière scientifique, nous ne sommes pas dans une histoire linéaire de progrès continu ou quelque chose comme ça. Et donc ce serait d'une grande naïveté de penser très tranquillement et très confortablement que par hypothèse, tous ceux qui nous précédaient étaient stupides et que nous sommes mieux équipés, plus affûtés, plus critiques, plus pertinents qu'eux. Alors, on ne dit pas qu'on fait de la marche arrière, mais il y a des époques et il n'y a pas de garantie de progrès et il y a des moments d'effondrement dans la connaissance. Ça, c'est tout à fait certain et on aura l'occasion de passer par ça parce que le fil qu'on va suivre est aussi un fil historique tout au long du portefeuille de lecture et j'aurai l'occasion d'essayer de mettre en évidence et de vous montrer combien il peut y avoir des périodes significatives dans l'histoire humaine où on perd simplement le fil des connaissances acquises et on se retrouve avec des niveaux de connaissances et des outils de connaissances extrêmement sommaires. Et donc si l'histoire des sciences, si l'histoire de la connaissance scientifique, ça n'est pas l'histoire d'un long fleuve tranquille en progrès continu, alors la question de Kuhn, c'est comment ça fonctionne. Et la thèse qu'il développe tout au long de l'ouvrage, c'est qu'il y a une espèce de structure pérenne qu'on trouve à l'œuvre dans différentes sciences, qu'il s'agisse, la plupart de ces exemples sont faits dans les sciences dures, dans les sciences de la nature. Et le progrès scientifique se fait au fil de révolutions scientifiques. Et donc, il distingue différents types de temporalité, en disant il y a des moments dans lesquels on assiste à des progrès continus de la science parce que
on a découvert un nouveau paradigme, on va voir ce que peut vouloir signifier ce terme, un nouveau paradigme, et ce paradigme permet de mobiliser un certain nombre de ressources de connaissances, un certain nombre aussi, aujourd'hui, dans les sciences dures, un certain nombre d'équipements technologiques, d'équipements de laboratoire, qui permettent d'approfondir la connaissance que nous avons de tel ou tel phénomène. Ça, c'est ce qu'il appelle la période, la temporalité de la science normale. On est dans un moment de consensus scientifique, on va de l'avant et les progrès scientifiques s'engrangent. Et puis à un moment donné, on arrive à un moment d'épuisement de ce modèle. Tout à coup, on a le sentiment que, en quelque sorte, on plafonne, il n'y a plus de nouvelles découvertes, et au contraire, commencent à apparaître plutôt des difficultés, des limites, qu'on ne parvient pas à surmonter avec les outils de la connaissance standard. Et on est dans des périodes plutôt d'incertitude où on ne voit pas trop comment on pourrait continuer à progresser. On est plutôt confronté à des exceptions, à des limites, à des situations atypiques, plutôt qu'à une progression de la connaissance. Et donc ça, c'est ce qu'il appelle le moment de la crise du paradigme. Dans le référentiel, si je puis dire, qui faisait aller de l'avant la connaissance scientifique dans telle discipline, dans les limites de ce référentiel-là, on ne parvient plus à découvrir des choses nouvelles, on ne parvient plus à aller de l'avant, on est confronté à des exceptions, on est confronté à des contre-exemples, on a le sentiment de plafonner. Et à ce moment-là, dit-il, ce qui se passe souvent, c'est que apparaissent un ou plusieurs nouveaux paradigmes qui vont entrer en concurrence les uns avec les autres, et sans doute l'un de ces paradigmes va apparaître comme étant plus fructueux, va dominer les autres et va permettre peut-être de relancer une nouvelle période de développement de science entre guillemets normale. Alors, ce qui est amusant dans quelques-uns des exemples que Kuhn prend dans le chapitre que vous avez dans ce petit portefeuille d'aujourd'hui, c'est qu'ils mettent en évidence que le paradigme n'a rien à voir avec l'outillage scientifique. Qu'est-ce que c'est qu'un paradigme ? Un paradigme, c'est un certain nombre d'hypothèses interprétatives que nous avons sur les choses. Par exemple, en cosmologie, la Terre est plate et le Soleil tourne autour de nous. Une bonne évidence dans laquelle nous avons tous grandi jusqu'à ce qu'on nous dise que non, c'est pas comme ça. Voilà. Et on sait que pendant des siècles, on a pensé que la Terre était plate et que le Soleil tournait autour. On a très bien vécu comme ça, on peut mener une vie humaine sensée et digne en croyant toute sa vie durant que la Terre est plate et que le Soleil tourne autour de la Terre. Ça ne permet pas de monter dans un avion, ça ne permet pas d'aller sur la Lune, mais voilà. Et puis à un moment donné, avec ce paradigme-là, cette croyance partagée-là, tout à coup, certains esprits aventureux ne s'en satisfont plus et disent, moi je vais aller voir si vraiment au bout de l'horizon on tombe dans le trou. Et puis moi je crois que je vais arriver aux Indes en faisant route plein ouest plutôt que par l'est. Voilà. Et on s'aperçoit qu'effectivement, sans doute c'est pas plat, c'est plutôt rond et voilà. Donc un paradigme, c'est un ensemble de convictions et d'éléments d'interprétation communément partagés par une communauté scientifique à un moment donné. Par exemple, la théorie de la relativité d'Einstein représente une rupture de paradigme par rapport aux hypothèses classiquement admises par les physiciens à l'époque d'Einstein et avant lui. La théorie de la relativité est une rupture de paradigme, comme la physique quantique est une rupture de paradigme par rapport à la physique classique qui précédait. D'accord ? Dans ces exemples-là, on a le sentiment que c'est un surcroît d'intelligence mathématique ou d'équipement technologique qui permet de passer d'un paradigme à l'autre. Donc, en d'autres termes, nous aurions la possibilité de découvrir des choses nouvelles parce que nous avons des outils nouveaux, parce que nous avons des supports technologiques nouveaux qui démultiplient notre intelligence. Mais ce qui est assez excitant dans le texte de Kuhn, c'est qu'il prend un certain nombre d'illustrations où il manifeste que pas du tout, qu'en réalité, il est tout à fait possible de changer de paradigme avec un équipement technologique constant. Alors,
pour vous le dire très clairement, dans le texte de Thomas Kuhn, moi, je ne comprends pas tout parce que je ne suis pas du tout affûté des sciences dures. Mais il y a un exemple que je crois comprendre, c'est celui que vous trouvez à la page 53 de la numérotation du fascicule. Et puis, si vous la mettez horizontalement, dans la numérotation du chapitre de Kuhn, ça commence au bas de la page 144. Il prend un exemple tiré de l'œuvre de Galilée. Alors je lis les dernières lignes de la page 144 et puis je passe au haut de la page 145. Depuis la plus haute antiquité, la plupart des gens ont vu un corps lourd se balancer d'avant en arrière au bout d'une ficelle ou d'une chaîne, jusqu'à ce qu'il arrive finalement à l'immobilité. Bon, ce n'est pas une expérience fascinante, mais c'est vrai qu'on l'a tous faite, ne serait-ce qu'une balançoire. Pour les disciples d'Aristote, qui croyaient qu'un corps lourd est mu par sa propre nature d'une position plus élevée vers un état de repos naturel à une position plus basse, le corps qui se balançait tombait simplement avec difficulté. Contraint par la chaîne ou par la corde, il ne pouvait atteindre le repos à son point inférieur qu'après un mouvement compliqué et un temps considérable. Galilée, au contraire, regardant, on va dire cette balançoire, y vit un pendule, un corps qui réussissait presque à répéter le même mouvement jusqu'à l'infini. Ayant vu ceci, Galilée observa d'autres propriétés du pendule et élabora à leur propos certaines des conceptions les plus importantes et originales de sa nouvelle dynamique. Sa nouvelle dynamique au sens de la dynamique d'une partie de la physique. Voilà deux paradigmes différents. Le paradigme classique des Grecs, quand je vois un corps qui se balance au bout d'une ficelle et qui met 10 minutes avant d'atteindre le repos, je crois que la force est dans le corps et qu'à cause de la corde, ce corps qui voudrait tomber et s'arrêter met un temps fou à arriver au point le plus bas et à se stabiliser. Ce n'est pas une expérience qui demande un équipement technologique considérable. Mais ce que Kuhn nous dit, c'est que Galilée, en regardant la même chose, voit autre chose. Galilée voit un pendule. Dans la physique du pendule, la question n'est pas d'un mouvement propre au corps qui irait vers la position du repos à son point le plus bas. Qu'est-ce qui fait qu'on voit soit l'un, soit l'autre? Les deux descriptions sont partiellement exactes. Et de nouveau, on a pu vivre des siècles tranquillement avec la conception aristotélicienne, et puis on peut vivre un certain temps avec la position galiléenne avant de se rendre compte que Galilée lui-même se plante, parce qu'en effet, une balançoire, c'est pas vraiment un pendule, à un moment donné, ça s'arrête. Donc, la question qui est intéressante chez Kuhn, c'est de nous dire qu'est-ce qui fait que nous pensons spontanément des choses? Et quand nous nous attachons à un phénomène, quand nous voulons décrire un phénomène, est-ce que nous sommes sûrs? On revient à votre question sur l'objectivité d'une certaine manière. Quand nous décrivons un phénomène, est-ce que nous décrivons un phénomène parce que nous voulons le connaître? Et donc, je veux dire par là, nous allons le décrire de pied en cap, de la manière la plus complète et possiblement la plus neutre possible? Ou bien est-ce que d'une manière ou d'une autre, ce phénomène que l'on cherche à connaître, déjà nous le reconnaissons, c'est-à-dire que nous allons vers ce phénomène avec une préconnaissance, il nous fait penser à autre chose, et en croyant décrire ce phénomène, nous décrivons peut-être aussi autre chose. J'essaie de... je suis fatigué, peut-être je vais trop vite, 3, je ne sais pas, je suis clair, de nouveau, m'interrompez si je ne suis pas clair. Nous faisons sans cesse dans la vie sociale cette expérience, même quand nous sommes en présence de gens que nous connaissons. Est-ce que d'abord dans une foule, nous ne les reconnaissons pas? Et une fois que je l'ai reconnu, ça veut dire parce que je le connais par avance, est-ce que je suis capable de le décrire? Ou est-ce que je vais décrire ce que je connais déjà de lui ou d'elle? Peu importe. Et donc, avec des exemples de ce type, il y en a d'autres hein, dans le chapitre. C'est un chapitre amusant, il y a des trucs sur l'électricité, il y a des trucs en chimie,
sur la phlogistique, on pensait que l'air était... Enfin bon, soit il y a toutes sortes de choses biscornues et amusantes sur l'évolution des sciences. Mais c'est toujours cette idée, alors qui pour le coup est au cœur de toute démarche scientifique, et aussi en sciences sociales. Qu'est-ce que c'est que d'écrire? On ne décrit pas de rien. D'où décrivons-nous un phénomène? Avec quoi décrivons-nous un phénomène? Juste avec des ressources méthodologiques aussi rigoureuses que possible, ou toujours, pour revenir au mot que vous utilisiez tout à l'heure, un peu avec ce que nous en pensons, ce que nous en croyons, et qui percole dans le travail scientifique, et qui peut-être met en péril, ou en tout cas met en doute l'idéal d'objectivité absolue, toujours en doute dans toutes les sciences sociales, aussi parce que nous sommes appliqués, qu'il y a quelque chose de nous qui est là-dedans. Voilà. Alors, de ce point de vue-là, donc, si dans toute démarche de sciences sociales, nous sommes d'une manière ou d'une autre impliqués par devers nous, et aussi de manière à peu près consentante dans notre travail scientifique quotidien, dans cette structure des révolutions scientifiques, dans cette succession d'un travail qui cherche à tirer d'un paradigme tout ce que ce paradigme nous permet de connaître d'un objet, d'une institution politique, d'un rapport de force politique, d'un enjeu de pouvoir, d'une stratégie, que c'est... mais si en même temps nous sommes toujours dans un mouvement où un paradigme en cours va d'une manière ou d'une autre finir par entrer en crise et finir par être substitué par de nouveaux principes explicatifs, par un nouveau paradigme, alors peut-être bien que ça n'est pas ça non plus, de nous interroger sur la longue durée et de dérouler une séquence de longue durée dans l'histoire, parce qu'au fil du temps, nous allons peut-être aller voir et identifier par l'exemple un certain nombre de paradigmes successifs. Et peut-être que la connaissance de l'histoire de la connaissance en matière politique, même si ce n'est que de la philosophie politique, peut-être une connaissance historique en la matière, peut nous affûter, peut nous aiguiser, peut faire de nous de meilleurs descripteurs, de meilleurs scientifiques. Voilà. Ça, c'est le deuxième volet, c'est le volet Kuhn, Régimen, Gounel. En disant, nous avons peut-être des arguments aussi propres aux incertitudes actuelles de la science politique, pour dire, ça vaut la peine d'enrichir notre bagage d'un certain nombre de grands anciens qui ont été aptes à forger des concepts qui restent d'une manière ou d'une autre des concepts qui sont utilisés aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui encore, en sciences politiques, même si c'est problématique, on utilise le concept de souveraineté. Ce concept de souveraineté nous vient de Baudin. Ça ne veut pas dire que Baudin est aujourd'hui même combat, on a copié-collé dans la littérature actuelle le concept de souveraineté de Baudin. Mais peut-être que c'est quand même pas sot d'aller voir ce que ça signifie pour Baudin. Même chose sur la liberté politique, même chose sur le gouvernement civil chez Locke, même chose sur la souveraineté encore chez les populaires, cette fois-ci chez Rousseau, etc., etc. On pourrait démultiplier les exemples. Voilà. Donc, pour le dire d'un mot, mais je ne sais pas si je suis clair, et puis après c'est vos questions, le fil de l'activité du cours consacré à la lecture de textes fondateurs, ce fil est un double fil à la fois historique et épistémologique. Donc historique parce qu'on va suivre un fil rouge historique, depuis l'Antiquité jusqu'à des textes à peu près contemporains, Badi, pour ne pas le citer, mais aussi Foucault, des gens comme ça, mais aussi épistémologique parce que ce fil rouge historique, nous l'utilisons pour essayer de poser la question, est-ce qu'il y a encore de la substantifique moelle à aller chercher là-dedans aujourd'hui? À quoi? Donc, est-ce que c'est utile, y compris dans la perspective scientifique d'un politologue contemporain, ou est-ce que c'est juste vernis de culture générale? Est-ce que les 10 de ces thèses de ce foutu cours, c'est pour avoir l'air malin dans des discussions de salon, ou est-ce que ça vous muscle vraiment? Voilà, ça c'est la question ouverte, la question défi. Et la question à laquelle on vous demande de réfléchir à la fin de votre travail, en fin d'année, enfin oui, pour l'évaluation de fin d'année de ce cours. Voilà. Ça va un petit peu sur le défi science-science ou le grand n'importe quoi de la grande histoire, des normativistes, des constitutionnalistes, des philosophes. Bon, alors comment est-ce qu'on agence ça? On agence ça donc
au fil d'une double activité, activité de lecture et activité de travail. Alors là, je vous suggère de prendre le petit portefeuille à la page 7, où vous voyez un récapitulatif des activités de lecture du premier quadrimestre et puis du deuxième quadrimestre. Et puis, vous verrez dans les activités du deuxième quadrimestre que l'on a aussi le programme de préparation et d'achèvement et de défense de votre travail. Donc, pour revenir à ce par quoi j'avais commencé tout à l'heure, les différents portefeuilles de lecture, en tout cas le portefeuille de lecture pour toutes les lectures du premier quadrimestre, est déjà disponible pour vous à l'Arprographie, donc vous allez chercher ça le plus rapidement possible. Alors, vous avez ici un calendrier donnant les textes qui seront vus et ce qui est attendu de vous tout au long du premier quadrimestre. Donc vous verrez par exemple que mardi prochain, le 27 septembre, et donc c'est une date à remplacer, et donc la date n'était pas déjà connue quand j'ai mis ceci à la repro, mais donc notez que le 27 est remplacé par le jeudi 29 à 17h, et ce sera au local 2200. Donc au deuxième étage du bâtiment 119 Marais. Et donc j'ai demandé aussi de manière générale qu'on puisse avoir un autre local que celui-ci, puisque c'est en fait une présentation de texte, et que c'est vous qui allez présenter les textes ou des documents d'actualisation. C'est beaucoup plus facile si on peut être dans une disposition face à face, on n'est pas très nombreux, et donc c'est pas la peine d'être dans un amphi comme celui-ci. Donc vous voyez, donc le 29, il y aura 3 textes à présenter, les textes de l'Antiquité grecque. Ensuite de quoi la séance suivante, le mardi 4 octobre, c'est moi qui vous présenterai 2 textes autour de la question théologico-politique, qui est une question qui traverse toute l'histoire européenne du 10e de manière très paroxystique, du 10e au 13e, 14e siècle, mais bien au-delà, puisque je racontais des guerres de religion qui étaient des guerres de religion à l'intérieur du monde chrétien. Le terrorisme contemporain fait figure d'aimable plaisanterie, puisqu'en réalité l'Europe a été transformée en fleuve de sang pendant pratiquement 2 siècles. Donc, mesurons la chance que nous avons d'être confrontés à d'aimables amateurs qui, bon, c'est une plaisanterie de très mauvais goût, je vous en demande pardon, mais on n'a pas eu besoin du choc externe d'autres religions pour transformer ce continent en fleuve de sang. Donc, il ne faut pas trop la ramener, mais par contre, c'est vraiment intéressant de réfléchir à ça, pour voir comment est-ce qu'on en est sorti. Les issues pour sortir de ce fleuve de sang sont-elles encore des issues auxquelles on peut raisonnablement songer aujourd'hui, ou sommes-nous dans un contexte et dans un monde à ce point différent que ces issues qui ont été explorées par le passé ne sont plus des issues susceptibles d'être mobilisées aujourd'hui. De la même manière, c'est moi qui vous présenterai encore les 2 textes suivants à la séance du 11 octobre, qui sont 2 textes consacrés à la restructuration progressive des institutions politiques en Europe après l'effondrement dramatique de l'Empire romain. Là, il y a quand même quelque chose, pour faire allusion tout à l'heure au fait qu'il y a des périodes d'effondrement dans lesquelles même les connaissances régressent, il y a quand même quelque chose de vraiment très très intéressant à se rappeler et à prendre la juste mesure de ce que signifie l'effondrement de l'Empire pour les territoires d'Europe occidentale qui étaient dans l'Empire romain, et donc ce que devient une civilisation qui était une civilisation quand même remarquablement accomplie à bien des égards, entre 400... Alors il y a parmi les historiens les optimistes et les pessimistes, et donc les optimistes disent 500 ans d'effondrement, 476, 950, et les pessimistes disent un millénaire d'effondrement, 476, 1500. Mais qu'est-ce que ça veut dire un effondrement institutionnel et politique? Voilà. Et alors, en situation d'effondrement, de quelle manière des institutions politiques se reforment-elles? Ça ne tombe pas du ciel. Comment les choses s'agglomèrent-elles? Quelles sont les mayonnaises qui prennent ou qui ne prennent pas en termes de rapports sociaux, d'institutions politiques émergentes? Alors là, il y a une histoire des apparences qui est l'histoire dont on bassine tous les juristes,
sur les royaumes francs, l'Empire carolingien, que sais-je. Puis quand on va voir d'un peu plus près avec un regard de politologue, on voit que tout ça est un vernis terriblement superficiel, qui percole finalement peu dans la réalité du corps social tout entier. Donc, comment les choses font-elles se reconfigurer en profondeur après cela? Donc ça, ce sera l'objet de cette leçon du 11 octobre. Mais surtout, vous voyez qu'il y a en fait deux colonnes. En dehors de la colonne des textes et des dates, il y a deux colonnes. Parce que ce qui est attendu de vous, c'est un travail d'une part de lecture et de présentation de votre lecture. Et ou un travail de ce qu'on appelle d'actualisation. Autour d'une thématique, qui est une thématique choisie tous les ans, thématique, actualisation autour d'une thématique qui est alors la thématique autour de laquelle vous construirez votre travail tout au long de l'année prochaine, du deuxième quadrimestre en début 2017. Alors la thématique qu'on a retenue cette année-ci, c'est la thématique territoire et marché. Alors territoire au sens où le territoire est une dimension constitutive de l'État, et marché, non pas votre marché bio du samedi matin, mais marché au sens marché comme territoire de référence pour des opérateurs économiques, marché qui implique donc une dimension géographique pour des opérateurs économiques. Voilà, pourquoi ce binôme? Parce qu'on essaye de proposer des thématiques annuelles qui sont pertinentes aussi par rapport à des enjeux politiques un petit peu durables, et toutes ces dernières années, des enjeux politiques durables et importants, nous les avons trouvés autour et alentour des questions européennes, de l'Europe actuelle, de l'Europe de l'Union européenne actuelle. Alors on a eu des questions autour des déficits, on a eu des questions autour des conflits armés, aux frontières de l'Europe ou à l'intérieur de l'Europe. Ici, le binôme territoire et marché nous paraissait illustrer peut-être cette tension qu'on sent à l'œuvre aujourd'hui en Europe. Peut-être vous avez été retardé par les manifestations aujourd'hui, entre les dimensions, grandes manifestations aujourd'hui entre Arlois et Schuman sur le TTIP. Et donc il y a à l'œuvre aujourd'hui un projet européen qui est un projet marché intérieur, libre-échange, et il y a un projet européen qui était davantage, ou qui est davantage, un projet qui implique une dimension plus chargée politiquement, Europe fédérale ou confédérale, avec une notion alors de territoire politique. La question du territoire politique, elle est aussi posée, par exemple, autour de Schengen en Europe aujourd'hui. On ne maintient pas Schengen. La question du marché, c'est la question de l'Europe soluble dans des traités de libre-échange, comme le TTIP, comme le CETA, des choses comme ça. Voilà. Donc on se disait qu'il y avait là de quoi réfléchir de manière très très largement à l'articulation entre les dimensions proprement politiques et aussi les dimensions économiques qui sont à l'œuvre dans la dynamique européenne. Alors, vous voyez que, en principe, donc, ce qui est attendu de vous, dès la semaine prochaine pour les Grecs, parce qu'il y a 3 petits textes grecs qui sont amusants comme tout, et donc chacun peut être présenté par un étudiant. Alors, qu'est-ce qui est attendu dans l'exercice de lecture? Ce qui est attendu dans l'exercice de lecture, c'est que vous présentiez ce que vous retenez d'un texte. Et donc, vous allez tous y passer 1 ou 2 fois pour une fiche de lecture. Ça dépend un peu du nombre qui va se stabiliser, du nombre d'inscrits au cours qui va se stabiliser. Si on va être sur un groupe de 11, comme on est, si je me trompe ce soir, 3, 6, 9, 11, ou peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Il y a peut-être encore des étudiants qui sont en attente de la détermination finale de leur programme pour ça d'ici, la capacité d'anticiper éventuellement un cours en bac 2, enfin en 2e année de programme de baccalauréat ou pas. Et de la même manière, vous serez tous appelés à réaliser une fiche d'actualisation. Alors,
Fiche de lecture, voyez ce qui est attendu de vous, page 10, présentation d'une fiche de lecture. En principe, le texte que vous aurez à lire, et dont on vous demandera donc un compte-rendu, est un texte d'une trentaine de pages, lorsqu'il est prévu que vous êtes seul à faire une fiche de lecture et une présentation, ou alors un texte de 50 pages ou un peu plus de 50 pages lorsque vous pouvez préparer et présenter une fiche de lecture à deux. La durée de présentation d'une fiche de lecture, le résumé donc est de l'ordre du quart d'heure, c'est pas des travaux encyclopédiques, hein, soit de l'ordre de 20 minutes, ce sont des données indicatives lorsque vous faites un travail de présentation à deux. Alors, il y a une proposition de canevas pour la fiche de lecture. Vous voyez ça à la page 10. Alors, première question à rencontrer. Quelle est la structure générale du texte? Quels sont les différents temps du texte? Quelle est leur logique de succession? Donc l'idée, c'est vraiment de rentrer dans la lecture d'un grand texte, d'un texte fondateur. Pourquoi est-ce qu'on vous demande cette fiche de lecture? Parce qu'on fait l'hypothèse, hélas, mais je pense que c'est une hypothèse réaliste, que tout le monde n'aura pas le temps de lire tous les textes. Or, nous pensons que tous les textes peuvent être des textes utiles pour nourrir votre travail de fin d'année. Et donc l'idée d'avoir une fiche de lecture normalisée et que vous présentez et qu'on télécharge sur le site du cours, c'est d'avoir une fiche de lecture qui peut donner des indications standards à d'autres que l'auteur de la fiche de lecture pour voir, au moment où il faudra commencer à réfléchir à la réalisation du travail de fin d'année, si, tiens, on n'irait pas chercher c'est tel ou tel auteur, tel ou tel concept qui serait utile. Et à ce moment-là, la fiche de lecture est un outil normalisé qui vous permet d'avoir une sorte de guide résumé des lectures qui auront été faites tout au long de l'année. D'accord ? Donc, premier point, quelle est la structure générale du texte? Quels sont les différents temps, donc les différents arguments qui sont évoqués au fil du texte et leur logique de succession? 2. Quelles sont les idées principales du texte du point de vue de l'étude de l'ordre politique dans la société? Donc ici, il ne s'agit pas de les résumer, mais de les identifier. De quel paradigme l'analyse part-elle? Sous quels angles appréhende-t-elle l'ordre politique dans la société? 5 mots-clés principaux et quel registre épistémologique, factualiste et descriptif ou normativiste? Voilà. Alors l'idée de cette structure type pour la fiche de lecture, c'est d'abord que c'est un guide pour vous. Il ne s'agit pas d'inventer une fille à couper le nœud chaque fois qu'on fait une fiche de lecture. Chaque fois que vous êtes celui qui va présenter la lecture, vous déposez sur le site du cours une fiche qui reprend cette structure-là. Donc ça vous aide comme guide tout au long de votre lecture et en même temps, ça permet de servir d'outil normalisé pour avoir un guide, un résumé, un insight qui vous permet de voir où vous pourriez aller chercher pour nourrir votre travail tel ou tel concept chez tel ou tel auteur. Donc attention à la systématicité de la fiche, attention si vous faites des notes en bas de page à la systématicité des notes en bas de page. Alors la première partie de la fiche, donc la structure générale du texte, les temps du texte, la logique de succession, c'est là que vous pouvez développer une espèce de table des matières du contenu du texte avec des références en notes en bas de page de manière à donner une espèce de guide de lecture à vos collègues. Si je veux chercher telle notion chez tel auteur, je vais la trouver à telle page de ce texte. Voilà. Le reste, les points 2, 3, 4, 5, ce sont des points sur lesquels vous pouvez être beaucoup plus synthétique. C'est davantage des mots-clés, des idées principales, des références en termes de paradigme, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on donne comme indication sur le contenu de la fiche de lecture? Si vous êtes seul, à peu près 7500 caractères, donc à la grosse louche, ça fait 3 pages en Word, interligne 1,5 en Types New Roman 12. 12 500 signes dans le cadre d'une fiche de lecture établie par 2 étudiants. L'autre exercice, c'est l'exercice de la fiche d'actualisation, afin d'établir des liens entre les différents textes fondateurs et la thématique de l'année, territoire et marché. Et donc ça, c'est simplement l'idée
dans la fiche d'actualisation, une fiche d'une page, une page et demie maximum, mettre en lumière trois liens hypothétiques entre les idées émises par l'un des textes fondateurs et la thématique contemporaine générale sur laquelle porte le travail final. Bon, ça c'est plus créatif, si je puis dire. Si on veut que ce soit rigoureux, ça peut être plus dangereux, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de risques d'anachronisme ou de rétroduction. On n'est pas attentif à cette dimension de rigueur. L'idée, c'est plutôt que ces fiches d'actualisation servent de boîte à idées, et dans la mesure où il y a une fiche d'actualisation par texte commenté et présenté, et si chaque fiche d'actualisation met en évidence 3 liens possibles, ben, regardez le chronogramme du premier quadrimestre, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 fois 3, 28, 38, 42, vous avez 42 idées de lien entre les textes et la thématique contemporaine. Ça peut servir de boîte à idées pour susciter des intentions de travail, c'est plutôt à ça qu'on songe. Voilà. Alors, le travail de lecture est le même tout au long de la première partie du deuxième quadrimestre, début février jusqu'à début mars, mi-mars. Et là, vous verrez qu'on sera plutôt sur l'articulation entre ce qu'on appelle l'apparition de la première modernité et de la deuxième modernité en sociologie politique. Donc, première modernité, l'apparition des idées qui vont présider à la formation de l'État libéral. Deuxième modernité, le processus de transformation de l'État libéral en État social ou en État compensateur ou en État redistributeur, appelez ça comme vous voudrez. Mais en même temps, ça vous le voyez, page 9, on commencera dès la fin février le rétro-calendrier, le compte à rebours pour la réalisation du travail. À nouveau, le travail, vous le faites en principe à plusieurs. Il est possible de le faire seul. Il est plutôt conseillé de le faire à 2, à 3. On a eu des groupes de 4. Plus que 4, ça nous a toujours terrifiés. Mais parfois, on a eu des groupes de 5 qui étaient tout à fait merveilleux. Voilà. Mais donc, n'hésitez pas à envisager favorablement la possibilité d'un travail collégial. Alors, on aura l'occasion de revenir sur le processus de formation de ce travail lorsque je vous reverrai au début du deuxième quadrimestre. Mais donc, voyez simplement, pour vous rassurer ici, l'étendue, je dirais, du filet de sécurité qu'on développe autour de ce travail. On commence par vous demander une note d'intention. C'est-à-dire, je travaillerai bien sur tel sujet. Alors, vous allez voir dans la présentation les indications relatives à la réalisation du travail écrit final. Tout ça se trouve à la page 12 et suivante. Le travail final, c'est un travail qui va porter sur un sujet contemporain. Un sujet contemporain se reliant directement ou indirectement à la thématique de l'année, territoire et marché, que vous pouvez chercher dans l'actualité économique, dans l'actualité politique, dans l'actualité institutionnelle européenne, dans le Brexit, dans tout ce que vous voulez. Mais donc on vous demande d'abord un sujet, c'est la note d'intention. Et ce sujet, nous le validons. Donc en d'autres termes, on ne vous laisse pas partir sur un sujet casse-pipe. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que la plupart du temps, vos notes d'intention, et je dis ça avec pas de l'ironie, un sourire ému, mais beaucoup d'admiration, la plupart du temps, vos notes d'intention sont des merveilleux sujets de thèse de doctorat. C'est-à-dire que c'est d'une ambition considérable. Et notre job à Olivier et moi, c'est de vous garantir que vous allez travailler sur un sujet dont nous pouvons nous promettre qu'il est susceptible d'être traité dans le temps modeste que vous allez pouvoir y consacrer. Ce n'est pas un mémoire. C'est 10 ECTS, c'est beaucoup pour ce cours, mais ce n'est pas un mémoire. Vous n'avez pas la possibilité, ce n'est pas raisonnable de travailler 2 mois là-dessus. Et vous n'avez pas 2 mois pour travailler là-dessus.
Il faut travailler quelques jours qui forment ensemble une semaine et demie, peut-être 2 semaines. C'est pas sûr que vous les ayez tous dans votre agenda de fou, le travail, la famille, les machins, les imprévus, les autres cours et compagnie. Donc notre job à Olivier et moi, c'est de vous cadrer pour que ce soit un travail susceptible d'être mené à bien, dans d'excellentes conditions de sérieux académique et scientifique, mais dans les limites du temps raisonnable pour le travail attaché à ce cours. Point. C'est pour ça qu'on fait un feedback. C'est pas pour dire vous ne pouvez pas penser là-dessus parce que ça c'est pas politiquement correct, c'est pas des jugements de ce type-là, c'est juste de l'accompagnement et de la validation pédagogique. 24 février, note d'intention. 10 mars, donc vous avez 15 jours, pour transformer la note d'intention en un plan détaillé. Un plan détaillé, de nouveau, feedback individualisé ou collectif. On valide le plan détaillé. On ne fait pas des problèmes, on suggère des remédiations, on essaie de vous ramener sur des limites tout à fait raisonnables et susceptibles d'être menées à bien. Et puis on tient des séances, une séance au moins ouverte le 21 mars, où vous venez ou vous ne venez pas, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, pour transformer le plan détaillé à ce qu'on appelle une version à blanc, ou la version banc d'essai du travail, 24 mars. Donc là, l'idée, c'est qu'entre le 14 mars et le 24 mars, en 10 jours, vous essayez de mettre de la chair sur les os du plan détaillé. C'est une version banc d'essai, c'est une version à blanc, c'est une version pour du beurre. Donc ça peut être des bullet points, ça ne doit pas être... De toute façon, ce n'est pas de la littérature. Mais donc, l'idée, c'est profiter de cette possibilité de nous soumettre une version banc d'essai, qui est une version à blanc, pour vous confronter à toutes les... Essayez de surmonter toutes les difficultés que vous pourrez rencontrer dans la rédaction de votre travail. La version banc d'essai, on y donne, une fois de plus, un feedback individualisé. Donc on est disponible en classe, vous prenez votre tour comme chez le boucher avec un ticket où vous organisez sur l'ordre de passage. Bon, d'habitude, on commence, dans le deuxième quadrille, on peut commencer plus tôt, on commence à 6h30 ou à 6h10 le cours, je pense normalement. Non, 6h30, la deuxième heure normale. Mais c'est vrai que ce soir-là, souvent on termine à 9h30, 10h avec les derniers. Voilà. Et puis après, vous avez, c'est un peu hypocrite, hein, mais c'est les vacances de Pâques, mais vous n'avez pas vraiment les vacances de Pâques en horaire décalé. Mais peut-être bien vous avez quand même un tout petit peu de congé ou quelque chose comme ça. Bref, on se dit que c'est pas si mal si vous pouvez glisser dans ce moment-là la rédaction du travail définitif. Le travail définitif, il est remis lors de la reprise des cours après les vacances de Pâques. Et alors à ce moment-là, nous changeons dans le jeu de rôle. Donc jusque-là, on est vos coachs, on est vos supporters, on est votre fan club. Et alors quand on reçoit la version définitive du travail, on devient des profs crasseux dégueulasses, les gros péteurs, les infâmes, parce que là, l'exercice, donc vous allez comprendre, c'est toujours le même esprit en fait de soutien. Parce que le travail écrit, c'est une partie de la cote. Mais une partie importante de la cote, c'est aussi la présentation orale du travail. Et donc quand on reçoit votre travail définitif, on met en évidence tout ce qui est dégueulasse, tout ce qui est insuffisant, tout ce qui ne va pas dans le travail. Là, on est tout à coup plus du tout les gentils mais les méchants. Mais juste pour vous dire, essayez de surmonter ça, de surmonter ces obstacles, de remédier à tout ce qui serait l'une ou l'autre faiblesse de votre travail écrit pour la présentation orale. Et on est toujours bluffé parce que la manière dont vous utilisez ça pour faire une présentation orale qui est bien meilleure que le travail écrit, c'est toujours magique. Voilà. Et alors, en fonction du nombre de groupes, il y aura 1 ou 2 soirées consacrées aux présentations du travail. Donc, soit le 2 mai, soit le 2 et le 9 mai. Voilà. Et alors, il y a un point sur lequel je reviendrai aussi, parce que je pense que maintenant, le temps passe vite, ça paraît peut-être un petit peu lointain. Et donc, il y a vraiment une dimension importante. C'est que donc, la cote finale, elle sera fonction d'une part de la qualité de votre présentation, fiche de lecture et fiche d'actualisation. Et elle sera fonction d'autre part de la qualité de votre travail écrit final et de votre présentation orale du travail final. Mais alors, parfois, souvent, il y a des problèmes, et c'est pour ça que nous avons mis à la page 15 la checklist du travail écrit final. Dans cette checklist, vous avez 4 points, les points 4, 6, 7, 8, qui apparaissent en gras. La bibliographie, les références infrapaginales quant à leur systématicité, les références infrapaginales quant au respect des règles conventionnelles de référencement, et enfin, je dirais la propreté scientifique du texte, donc nombre minimal de fautes orthographes, de syntaxe, les coquilles, style littéraire,
et non orales, etc. Ces 4 points en gras sont ce que nous appelons des conditions de recevabilité du travail, simplement sur le plan scientifique. Ce sont des points, en fait, par rapport auxquels vous pouvez vous blinder si vous faites simplement application dans ce travail de tout ce que vous avez appris en, c'est quoi, DMRSS, c'est ça? Voilà. Mais le problème, c'est que vous êtes bon en DMRSS, et puis après, c'est tellement chiant de faire une bibliographie propre et des notes en bas de page systématiques que vous oubliez DMRSS. Et la plupart d'entre vous, vous remettez un travail irrecevable. Alors, le travail irrecevable, il est coté 1. Mais attention, ça ne veut pas dire, ça ne vous empêche pas nécessairement de le présenter et de le défendre oralement. Mais ça veut dire que vous n'aurez votre code définitif sur le travail, et donc votre code définitif validant la réussite de votre parcours pour ce cours séminaire, que quand vous aurez remédié au déficit d'irrecevabilité. Et donc, on vous suggère de remédier à ces déficits. D'abord, le mieux, c'est évidemment de faire tout de suite une bonne bibliographie, des bonnes références à et un texte propre, et le travail est recevable et on est tranquille. En même temps, parfois, il faut aller vite, très vite, et donc parfois, c'est simplement juste surhumain d'avoir une bibliographie finale dans laquelle, une fois sur deux, le prénom est devant pas de nom patronymique, une fois sur deux, c'est l'inverse, et puis tantôt c'est des guillemets, tantôt c'est de l'italique, et puis la maison d'édition est avant ou après l'année. Et ça, c'est juste un ticket pour le 1 irrecevable, parce que jamais personne ne va accepter un travail présenté comme ça. Et donc, c'est 1 jusqu'à ce que vous corrigiez. Alors, on suggère que vous corrigiez pour le début de la session d'examen, parce que vous voyez, la présentation, elle est hors session, donc cet examen, vous en êtes quitte. Pas question de vous ennuyer avec ça pendant le blocus, il y aura un examen pendant la session d'examen. Donc, on suggère que vous corrigez ça pour le, je crois, 2 juin, cette année-ci, quelque chose comme ça. Vous avez le temps de corriger pour le 2 juin, très bien. Vous n'avez pas le temps de corriger pour le 2 juin, vous avez 1. Mais vous avez 1 et vous êtes renvoyé en 2e session. Ce qui nous intéresse, c'est la qualité de votre travail. Donc on ne vous demande pas de faire autre chose. Mais bordel, corrigez l'irrecevabilité pour la session de septembre. Et à ce moment-là, vous avez votre vrai code qui est à 12, à 13, à 14, à 15, à 16, à 17. Et si vous ne corrigez pas pour septembre, il y en a de l'année passée qui n'ont toujours pas trouvé le temps de corriger. Ou peut-être qu'il y a un blocage freudian à l'idée d'avoir une bibliographie. Ils ont toujours 1. Mais on ne va pas leur demander cette année-ci de faire un autre travail, ça n'aurait pas de sens. Mais qu'ils franchissent, c'est comme le cheval en dressage, il faut franchir l'obstacle, mais il faut finir par sauter la barre. Et donc voilà, on a quelques gars de l'an dernier qui ont fait des bons travaux, mais simplement la biblio est toujours cochonnée, donc ils ont toujours 1. Et donc voilà, on leur a dit, écoutez, l'amour du ciel, rendez-nous un travail propre, et le 1 sera transformé dans la cote que votre travail mérite et qui est une bonne. Voilà. Donc c'est vous dire que vous ne serez pas seul et que vous serez accompagné tout du long, mais c'est vous dire aussi, faites attention, quand même, vraiment, il y a quelque chose d'important dans la formation universitaire, c'est que vous ne pouvez pas faire du saucisson en tranches. Et donc, vous ne pouvez pas fonctionner en un texte fondateur, ça n'a rien à voir avec DMRSS. Si, DMRSS, ce sont les bases méthodologiques qui irriguent tout votre travail. Pour ce travail-ci, qui est une bonne manière de vous visiter par rapport aux mémoires, et pour la... en M1, M2, pour votre mémoire de Sciences Po, vous défendrez à l'ULB, à Louvain ou ailleurs. Et voilà, ne perdez jamais de vue ça. Voilà. Alors, si vous allez sur le site du cours, le site électronique du cours, vous verrez que dans les documents, vous trouvez aussi un répertoire avec une version PDF des documents de lecture du premier quadrille, une version PDF des documents de lecture du deuxième quadrille. Mais vous allez trouver aussi un document dont je ne me souviens plus du nom exact, je crois que c'est Chronogramme des présentations des étudiants. C'est un document Excel qui reprend globalement quelque chose qui ressemble au chronogramme des activités de lecture du premier quadrimestre et du deuxième quadrimestre. Donc si vous voulez bien, je ne sais pas si vous avez un délégué de cours déjà parmi vous. Toutes les mains dans votre dos. Tout le monde, vous n'allez pas lever la main. Je ne sais pas si vous êtes délégué à l'insu de votre plein gré ou si vous êtes un délégué consentant. Et donc, vous êtes le délégué J'étais l'année passée. Voilà. Mais donc, ou bien vous battez les cartes et vous convainquez quelqu'un d'autre de monter en ligne, ou bien, comme un saint et un héros, vous continuez. Donc ça ne me regarde pas, c'est la liberté d'association au sein de l'auditoire. Mais donc, ce qui serait chouette par contre, c'est que vous allez de l'avant assez rapidement pour faire le planning des différents textes à présenter en fiche de lecture et en fiche d'actualisation. Voilà.
Pour le moment, à mon avis, vous êtes bon pour faire 2 passages chacun en lecture et un passage en actualisation. Mais enfin, commençons par remplir tout le premier quadrimestre, par exemple. À la limite, on peut refaire le point au début du deuxième quadri pour voir comment ça se passe ici, si par hasard quelqu'un n'est pas passé ou quoi. Bon, les 3 premiers textes sont évidemment les textes les plus discornus, parce que ce sont 3 textes issus de l'Antiquité. Thucydide, dans ces 3 registres extrêmement différents, ça c'est intéressant. Platon, Aristote et Thucydide. Alors Aristote, c'est un extrait de l'ouvrage d'Aristote qui s'appelle Politique. Et c'est un court texte, à mon avis il ne fait même pas 20 pages. C'est un court texte dans lequel Aristote explique ce que c'est que la politique et pourquoi l'homme est un animal politique et pourquoi il n'y a pas moyen d'imaginer une vie sociale pacifiée sans institution politique. C'est un texte extrêmement analytique. De ce point de vue-là, c'est très intéressant. Mais c'est évidemment une analytique et une logique typiquement aristotélicienne. Donc c'est quand même un peu rock'n'roll parce qu'on n'est plus tout à fait habitué à ça aujourd'hui. On ne fonctionne pas de la même manière. Mais c'est vraiment un texte lisible, court et intéressant. Plutôt sur le registre donc logique et analytique. Platon, c'est un des dialogues de Platon, c'est le Protagoras. Et c'est un morceau de bravoure qu'on appelle le discours de Protagoras. Et Protagoras, dans une discussion avec Socrate, essaye de convaincre Socrate et puis il lui dit qu'est-ce que tu préfères un raisonnement ou tu préfères un mythe? Et Socrate dit oh, ce serait sympa d'avoir un mythe. Et donc c'est le mythe de Protagoras. Et donc le mythe de Protagoras, c'est de quelle manière le sens de la politique, qui est appelé dans ce texte justice et vertu, je pense. Comment justice et vertu doivent-ils être distribués entre les hommes? Est-ce que c'est une question d'expertise, et donc il faut distribuer la justice, l'art de la justice, de la vertu, à quelques hommes, comme on le fait pour les architectes, pour les bâtisseurs de navires? Ou est-ce que ce sont des vertus qui doivent être distribuées à tous? Parce qu'il ne s'agit pas d'une question d'expertise, mais d'une question de lien social. Et donc c'est un discours mythologique. Donc c'est un peu plus imagé, un peu plus poétique. Pour le coup, on est transporté ailleurs, c'est quelque part entre la Grèce antique et Pérideisa ou quelque chose comme ça. Et alors Thucydide, c'est un discours historique. Thucydide est donc, dit-on, le père des historiens, l'un des inventeurs de l'histoire et de la science historique. Et là, c'est le discours, Thucydide passe le micro à Périclès à l'issue de la première campagne des guerres du Péloponnèse. Et Périclès, à l'occasion de la célébration des défunts à la fin de la première campagne de la guerre du Péloponnèse, réunit tous les Athéniens et explique aux Athéniens pourquoi they're the best. Ils sont la cité qui va gagner. Voilà. Donc c'est un discours politique. Donc 3 registres différents, un discours, un mythe et un texte logique et analytique. Voilà. Ce serait bien d'avoir des lecteurs parce que je pense que c'est quand même des textes vraiment amusants et stimulants. Pour les fiches d'actualisation, c'est le moment de vous lâcher. S'il y a des candidats pour l'actualisation, c'est évidemment l'un des exercices les plus difficiles, parce que territoire et marché, chez les Grecs, la notion de marché n'a pas beaucoup de pertinence, donc voilà. Donc si vous avez envie d'être des inventeurs rock'n'roll, vous êtes les bienvenus. S'il n'y a pas d'étudiants pour l'actualisation, on peut comprendre. Voilà. Est-ce que sur le site islamique, il y a des exemples de fiches de lecture, des fiches d'actualisation? Non, il y a des exemples de travaux de fin d'année, mais je ne pense pas qu'on ait laissé des exemples de fiches de lecture. Mais si vous le souhaitez, je peux en retrouver. Ça vous aiderait? Oui? Ok. Alors, pour les Grecs, il ne faut pas tarder, parce que la présentation aura donc lieu jeudi prochain, le 29. Donc, s'il y a des candidats, il faudrait le savoir. Je voudrais, moi, le savoir avant lundi prochain. Parce que sinon, ça veut dire que vous allez vous faire chier à avoir un prof qui vous fait cours les 3 mardis, enfin le jeudi et les 2 mardis qui suivent. Puisque de toute façon, en principe, c'est moi qui m'y colle sur les textes de Occam, Ellul, Élias et Manon. Qui sont des textes... Alors pourquoi ceux-là? Parce que Occam, c'est vraiment rock'n'roll, parce que Ellul, c'est un texte d'historien de commentaire, Élias, c'est un texte de sociologue, et Manon, c'est un texte de politologue. Ce ne sont pas des textes fondateurs, ce sont plutôt des textes qui mettent en perspective et en dimension historique. Voilà. Sauf Occam, mais qui est vraiment...
Si on était dans les tontons flingueurs, on dirait d'Occam, c'est du brutal. Il n'y a pas de porte de... Voilà. Je vois que tout le monde n'a pas vu les tontons flingueurs. Ah, quand même. C'est pour ça que je dis il y a de la pomme. Voilà. Oui. On est d'accord, c'est bon. Voilà. Vous avez des questions? Oui, mais c'est dans le cas, dans le cas où on se planterait, quoi, que ce soit... Sur quoi? Je veux dire sur le travail final. Donc on aurait une seconde... C'est un exemple qu'on n'a pas connu jusqu'à présent. Sauf l'année passée. Est-ce qu'il faut faire attention à un autre sujet ou bien recorriger le non. Notre point de vue pédagogique à Olivier et moi, c'est que recommencer en changeant, ça n'est pas la meilleure manière d'améliorer les choses. Donc, si ça se produit, on vient vers vous en disant qu'est-ce que vous en pensez. Alors, c'est vrai qu'on pourrait imaginer... Je pense qu'avec le trésor de précaution qu'on prend sur la validation de la note d'intention, du plan détaillé, du travail à blanc, en principe, on ne vous a pas laissé partir sur un sujet casse-pipe impossible. En même temps, c'est vrai qu'en sciences sociales, d'une certaine manière, on n'est jamais sûr que c'est possible tant qu'on n'a pas fait l'exercice final complet. Mais donc, moi je pense qu'il est toujours plutôt préférable d'améliorer de l'existant et de mouiller le maillot pour améliorer de l'existant plutôt que de recommencer avec la table rase sur un tout autre sujet. Maintenant, si vous êtes arrivé à la conviction qu'en fait, vous vous êtes laissé enfermer dans un sujet qui, malgré toutes les apparences de possibilités, est un sujet qui ne vous convient pas et que vous avez développé une haine corse et une répulsion totale à l'égard de ce sujet, on ne vous empêchera pas de changer. Mais l'idée n'est jamais de vous faire recommencer du travail pour le plaisir de recommencer. Parce que recommencer, c'est risquer d'être confronté aux mêmes difficultés. Ce qui nous intéresse, c'est de surmonter les difficultés. Voilà. Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question. Oui? Ok. D'autres questions? Bon, dans le meilleur des mondes, nous, on pense que tous ces textes sont passionnants, et dans le meilleur des mondes, ce qui serait génial, c'est que vous les lisiez tous. Hein. Donc, alors, d'autre part, oui, quand même, vous avez encore 30 secondes. Ce sont des textes parfois un peu inattendus, ou quand même parfois un peu difficiles. Enfin, bon, c'est pas la BD du soir pour se détendre l'esprit, quand même, il faut être clair. Donc, ce sont des textes parfois un peu compliqués, et ils sont compliqués pour vous, ils sont compliqués ou ils l'ont été pour nous. Et donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Maintenant, il y a toutes sortes de manières de fonctionner face à un texte compliqué. Alors, et ça dépend de toutes sortes de formes d'intelligence qui sont réparties de manière tout à fait aléatoire chez toutes sortes de genres. Donc, je suis persuadé que vous êtes 11 aujourd'hui, et qu'il y a probablement dans l'auditoire 11 rapports aux textes difficiles différents, pour chacun d'entre vous. Alors, je vous donne deux idéotypes, par exemple. Moi, un texte compliqué, ça me rend... D'abord, un peu, ça m'excite et ça me rend fou. Donc, avant tout, je veux savoir comment ça se termine. Et donc, un texte compliqué, je vais d'abord, une ou deux fois, le parcourir à toute vitesse, même si, dans ces premiers parcours, j'en comprends pas la moitié du quart. Parce que si je n'ai pas d'abord une espèce de saisie un tout petit peu globale du parcours du texte, je sais que je ne peux pas y arriver. Et ça ne me gêne pas de lire sans comprendre. Désolé de vous le dire, c'est du brutal là aussi, mais c'est comme ça. Parce que je sais qu'en lisant une deuxième fois, une troisième fois, j'y arriverai peut-être, ou j'espère, et finalement, je crois y arriver. D'autres types d'intelligence et de rapport au texte sont simplement tétanisés de ne pas comprendre. Et donc, vont faire de ligne à ligne pour arriver jusqu'au bout. Et ça prendra... Moi, ça me prend du temps parce que pour y arriver, je vais devoir lire 4 fois. Et d'autres, ça va prendre du temps parce qu'ils vont faire du 2 pages à l'heure, parce qu'ils ne supportent pas de ne rien comprendre au fil de l'eau et même dans la découverte d'une première lecture au texte. Et je pense que maintenant, en deuxième, vous commencez peut-être à vous connaître un peu, mais c'est vrai que jusqu'à présent, vous n'avez pas été confronté à des exigences de lecture un peu systématiques, de textes un peu compliqués. Alors, d'expérience, ce qui est tout à fait sûr,
tout à fait sûr, c'est que vous y êtes tous. Ça, il n'y a pas de souci. Il est complètement interdit à chacun d'entre vous de penser qu'il n'y arrivera pas. Ça, c'est vraiment une idiotie. Vous y arrivez tous. Ça fait longtemps que ce cours est en place. Avant ça, il y en avait d'autres. Vous y arrivez tous. Vous avez tous, voilà. Et ça peut prendre un peu de temps. Et ce qui est sûr, c'est que si vous en faites deux, le deuxième vous prendra beaucoup moins de temps déjà que le premier. Voilà. Mais je pense que c'est un exercice aussi qui vous fait découvrir que puisque vous y êtes et que finalement vous êtes tranquille dans ce texte, eh bien voilà, tranquillement vous devenez des citoyens du savoir. Et ça, je trouve ça sympa pour des politologues ou de manière générale de l'enseignement universitaire. Voilà. Et surtout, vous allez au texte lui-même. Et fuck les profs et les intermédiaires. C'est ça qui est sympa aussi là-dedans. Parce que sinon, vous lirez des encyclopédies jusqu'à la fin de vos jours et vous ne saurez jamais ce que vraiment Baudin a écrit. Ou Rousseau. Que ma belle-mère aimait citer parce qu'il avait abandonné ses enfants, même s'il se prétendait éducateur. Voilà. Mais ça, c'est Rousseau en pédagogie, pas en sciences politiques. Voilà. Donc, allez-y le plus vite possible. Et donc, la contrainte, c'est en tout cas de présenter une ou deux notes de lecture, ça on va voir, et une fiche d'actualisation, ça on va voir comment ça se présente, on va faire le planning. Mais donc, je disais, le mieux, c'est que vous lisiez tout. Vous n'aurez pas le temps de lire tout. Mais donc, si vous avez la possibilité, ne serait-ce parfois que de survoler un texte, ça vous en donne des... Vous savez, c'est comme dans Top Chef. Parfois, on n'a pas le temps de manger, mais déjà, c'est bon de sentir l'odeur du plat. Voilà. Donc, tout est bon à prendre. Allez-y généreusement et vous verrez bien jusqu'où vous pourrez aller. Merci à vous. Bonne fin de journée. Et donc, pas mardi, mais à jeudi prochain.